Aujourd'hui, nous allons parler d'un texte de type particulier. Mais avant d'entamer notre leçon d'aujourd'hui, j'aimerais bien faire un petit rappel. Vous savez tous que l'homme vit dans une société qui est en perpétuelle évolution. Et c'est grâce à nos aïeux, grâce à nos prédécesseurs, que nous sommes arrivés à ce que nous sommes aujourd'hui. Nos aïeux nous ont laissé beaucoup d'informations, beaucoup de leçons sur lesquelles nous sommes basés pour construire notre présent et construire notre futur. C'est à partir de l'homme préhistorique qui a laissé ses traces dans les grottes. Ensuite, grâce aux hiéroglyphes découverts dans les pyramides des pharaons, ou bien ensuite à travers les textes écrits par des historiens, que nous sommes arrivés à connaître notre passé pour préparer notre avenir. Et c'est justement aujourd'hui que nous allons aborder ce qu'on appelle communément le texte ou bien les documents d'histoire. Donc la leçon que nous allons aborder aujourd'hui concerne les textes et les documents d'histoire. D'abord, qu'appelle-t-on texte d'histoire, ou texte historique, ou document historique? Le texte d'histoire, c'est tout texte qui nous rapporte l'essentiel de notre passé, qui nous raconte en quelque sorte tout ce que a vu notre passé, qui nous relate les péripéties, les événements, les faits qui ont marqué notre histoire. En général, le texte d'histoire a une visée informative, c'est-à-dire il nous informe sur ce qui s'est passé dans les temps anciens. Donc on va écrire ça, la visée du texte d'histoire, la visée, premier point, la visée d'un texte d'histoire est essentiellement informative. Il a pour objectif d'informer on a dit que la visée est informative, d'informer sur des événements, sur un ou des événements, sur un événement ou un fait d'histoire, un fait historique. Voilà. Mais avant de parler d'événements historiques ou de faits d'histoire ou de faits historiques, il vaudrait mieux revenir à la mémoire de l'être humain, qui est une mémoire sélective. Toute personne ne peut pas se rappeler de tout son passé. On garde seulement l'essentiel de ce que nous avons vécu. Nous avons, dans notre mémoire, nous pouvons restituer, nous pouvons nous rappeler des faits qui ont marqué notre histoire, les faits essentiels. Je donne quelques exemples. On peut se rappeler, par exemple, de la date de naissance d'un enfant dans la famille. On peut se rappeler par exemple du jour où nous avons passé l'examen du 6e ou bien notre bac. D'autres événements moins importants, on a tendance à les oublier. Donc même chose dans l'histoire des nations, dans l'histoire des peuples, on ne garde en mémoire que les faits importants, que les événements historiques qui ont marqué les principales étapes de l'histoire de ces sociétés-là. Mais avant tout, qu'appelle-t-on événement historique? Qu'est-ce qu'un fait d'histoire? Qu'est-ce qu'un fait historique? Quand on veut informer d'un fait historique, d'abord, qu'est-ce qu'on doit dire? On doit d'abord parler de quel était ce fait, quelle est la nature de ce fait, informer sur la nature du fait, quand est-ce qu'il a eu lieu, quand, où est-ce qu'il a eu lieu et qui y a contribué. Si on prend par exemple l'histoire de l'Algérie, l'histoire contemporaine de l'Algérie, tout le monde peut se rappeler par exemple des événements du 8 mai 1945.
On peut se rappeler par exemple de la création des partis politiques UEDMA et MTLD en 1946. On peut se rappeler du 1er novembre 1954, de la date de l'indépendance, le 5 juillet 62. Mais si vous me dites qu'est-ce qui s'est passé un certain 3 novembre 1954, je ne peux pas me rappeler. Si ça ne concerne pas un fait marquant, je ne peux pas me rappeler. Par contre, je peux me rappeler entre 54 et 62, par exemple, du congrès de la Soumam, le 20 août 56. Ça, c'est essentiel parce qu'il a marqué une étape importante, ou bien il a jalonné l'histoire de l'Algérie. Donc, informer d'un fait d'histoire, ça veut dire quoi? Informer d'un fait d'histoire, informer d'un fait d'histoire, bien d'un événement historique, c'est dire, qu'est-ce qu'on doit dire? En quoi il a consisté, quand et où il a eu lieu, et qui y a contribué. Ce sont les informations essentielles que nous pouvons retenir. Tout le monde sait que le processus historique, c'est un processus continu. On peut le schématiser par un axe qui va dans l'avenir. Supposons que nous sommes aujourd'hui le temps zéro. Là, c'est le futur. On n'a aucune information sur le futur. On le prépare, on le prévoit. Mais tout ce qui s'est passé au passé, il y a plusieurs événements. Il y a des événements importants et il y a des événements moins importants. Les événements importants sont des événements charnières. Bon, qu'est-ce qui fait leur importance? C'est qu'ils ont marqué l'histoire. Mais qu'est-ce que ça veut dire marquer l'histoire? Ça veut dire qu'ils ont marqué un changement dans le processus historique. Supposons par exemple quelqu'un qui se marie en telle date. Donc il va tout le temps se rappeler de la date de son mariage parce que ça a constitué un changement radical dans sa vie. Avant, il était célibataire, après, il est devenu marié. Supposons par exemple, on prend l'histoire de l'Algérie. On peut se rappeler par exemple le 1er novembre 54, ensuite le 20 août 56, ensuite le 5 juillet 62. Donc il y a des étapes. Pourquoi disons-nous que le 1er novembre c'est un événement historique? Parce qu'il a constitué, il a représenté un changement radical. Avant le 1er novembre, il n'y avait pas la guerre, sous la colonisation, sous l'emprise du colonialisme. Après le 1er novembre, tout a changé. Il y a eu une réaction, une révolution armée. Si on prend le 5 juillet, 1er novembre par exemple, si on prend le 5 juillet c'est un événement essentiel parce qu'avant le 5 juillet, l'Algérie était sous la colonisation française. Après le 5 juillet, elle est devenue un pays indépendant. Donc c'est pour cela qu'il y a des étapes comme ça, essentielles, principales de notre vie, qu'on garde en mémoire. Donc pour parler de tout événement, on va dire informer d'un fait d'histoire, c'est dire en quoi il a consisté, quelle est la nature de cet événement, quand et où, la date et le lieu de cet événement, et qui a contribué. Donc ce sont les éléments essentiels qui constituent un événement historique. Donc on rappelle quoi comme événement, on se pose toujours la date quoi, la question quoi, ensuite quand, ensuite où, et ensuite qui. On peut aussi se poser des questions sur qu'est-ce qui a fait que cet événement ait lieu, et qu'est-ce qui a produit comme conséquence. D'accord? Donc, on a dit qu'un fait d'histoire, bien informer, c'est dire en quoi il a consisté un fait d'histoire, quand et où il s'est déroulé, et où est-ce qu'il a eu lieu. Dans un texte historique, le scripteur, généralement, il n'apparaît pas. Le discours est objectivé. Souvent, le discours historique, c'est un discours objectivé. Qu'est-ce que ça veut dire un discours objectivé? Ça veut dire le scripteur, celui qui écrit l'histoire, en général, il s'efface au dépend du sujet ou bien de l'objet de son texte. Donc, je vais écrire ça, le scripteur, l'historien, si vous voulez. Le scripteur, celui qui écrit. Le scripteur n'apparaît généralement pas dans son récit. Donc, le discours est de ce fait objectivé. Le discours historique, bien sûr, est de ce fait objectivé.
C'est un discours objectivé. Aussi, l'historien ne se limite pas souvent à raconter, à narrer les événements, mais il peut aussi s'intéresser aux situations économiques, politiques, sociales qui ont précédé l'événement et qui ont contribué à ce que cet événement ait lieu. Et il peut aussi s'intéresser à la période qui a suivi l'événement. Ça veut dire les conséquences sociales, les conséquences économiques, les conséquences politiques de cet événement. Parce que tout événement, on a dit ça, il marque un changement dans la vie d'une société. Donc on va dire ça, l'historien ne se limite pas à raconter un arrêt. L'historien ne se limite pas à narrer, parce que souvent le texte historique c'est un texte narratif, souvent je le dis, les événements, mais il s'intéresse aussi à des situations sociales, économiques, politiques, etc. que ces événements provoquent, que ces événements historiques provoquent. Ça veut dire les conséquences. Cet événement-là, qu'est-ce qu'il a provoqué? Qu'est-ce qu'il a entraîné? Qu'est-ce qu'il a engendré dans la vie sociale, dans la vie politique, dans la vie économique? Donc on va parler surtout des conséquences. C'est ce qu'on appelle les conséquences. Les conséquences de l'événement. Les conséquences de l'événement. Aussi, aux situations, il s'intéresse aussi aux situations, toujours aux situations économiques, sociales, politiques, etc., qui expliquent ces événements, qui expliquent ces événements, bien ces faits d'histoire. Donc, qu'est-ce qui explique que cet événement-là, a eu lieu? Pourquoi il a eu lieu? Un fait d'histoire n'est pas comme ça du néant. Il est toujours provoqué par une situation sociale. C'est peut-être une situation sociale grave, ou bien une situation politique difficile, qui engendre un éclatement ou bien une révolution. Donc c'est un événement. Il vient suite à une situation. Donc ce qu'on appelle les causes. Donc certes, l'historien raconte les événements, ou bien énumère les événements, ou bien nous informe de ces événements, mais il s'intéresse aussi à toutes les conséquences sociopolitiques ou bien socio-politico-économiques qui ont précédé l'événement et celles qui ont suivi l'événement. L'historien, pour informer d'un fait, l'expliquer ou l'analyser, parce qu'il ne se suffit pas seulement d'informer, mais aussi il peut expliquer, il peut analyser un événement historique. Il s'appuie souvent sur des documents et sur des statistiques. Il ne ramène pas les informations comme ça de sa tête. Il a fait des recherches, il a été dans des bibliothèques, il a été dans des archives pour constituer un dossier qui lui permet un petit peu de dire son information. Donc l'historien ne se limite pas à narrer ou bien à informer d'un fait, mais il l'analyse, il l'explique aussi, mais aussi il explique, analyse cet événement. Et pour expliquer et analyser, il a besoin de documents authentiques, des documents qu'on peut vérifier, qu'on peut consulter. De ce fait, il se base sur des documents et des statistiques.
pour parler de la guerre mondiale, l'historien a besoin de revenir à des images, à des vidéos, à des films, à des chiffres, à des registres de l'armée allemande ou bien de l'armée européenne, des armées européennes lorsqu'on parle de la guerre mondiale, par exemple. Donc ce sont des statistiques, des données chiffrées sur lesquelles il peut se baser, il peut illustrer son information historique. Il peut aussi s'appuyer sur des témoignages réels. Donc on peut dire il peut aussi s'appuyer, bien compter, ou bien utiliser, ou bien revenir. Allez, il peut aussi revenir ou utiliser des témoignages dans son texte. Ça veut dire revenir sur des témoins ou bien vivants qui vont raconter leurs événements, ou bien leur participation à l'événement, ou bien des témoignages anciens de ceux qui ont participé, de ceux qui ont été présents, de ceux qui ont vécu, de ceux qui ont vu, de ceux qui ont senti l'événement historique dans leur chair. Et en dernier lieu, l'historien, lorsqu'il traite un événement ou bien des événements historiques, dans la narration, en général, ces événements sont reproduits d'une façon chronologique. Ça veut dire qu'il rapporte les événements comme ils se sont déroulés dans l'histoire. Parce que chaque événement, il explique l'événement qui l'a précédé et contribue à l'événement qui va le suivre. Donc dans la narration, on peut ajouter cette information. Dans la narration, des récits historiques, les événements sont souvent présentés dans un ordre chronologique. Ça veut dire une suite de l'événement le plus ancien à l'événement le plus récent. Donc on va essayer de récapituler pour résumer en quelque sorte. Donc un document d'histoire ou bien un récit historique, en général, il a une visée informative, on raconte l'histoire pour informer les gens. Deuxièmement, lorsqu'on parle d'événements historiques, il faut dire quel était cet événement, quand est-ce qu'il a eu lieu, où est-ce qu'il a eu lieu et qui y a contribué. On peut aussi citer les causes et les conséquences de cet événement. Pour parler d'événements historiques, il faut s'appuyer sur des données statistiques, de données chiffrées réelles, pour qu'on puisse un petit peu donner de la vérité, de la réalité à notre travail de recherche. Et on peut aussi utiliser des témoignages, ou bien vivants ou non. Et en général, dans la narration d'un texte historique, d'un récit historique, on utilise, ou bien on présente les événements historiques dans un ordre chronologique du plus ancien au plus récent. Donc j'espère que cette idée, même si elle est sommaire, peut vous donner un aperçu général sur ce que c'est qu'un texte ou bien un document d'histoire. J'espère que la prochaine séance, Inch'Allah, on va étudier ensemble un texte historique. Je vous remercie et je vous dis salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.